Place maintenant aux poursuites des présumés génocidaires en France. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda. On va le recevoir au sujet de la poursuite des présumés génocidaires en France. Bonjour. Bonjour. Alain Gauthier, vous menez un combat contre la culture de l'impunité, en particulier en France. Comment se présentent aujourd'hui les procès pour génocide contre les Tutsis en France? Alors, si vous voulez, pour l'instant, les premiers procès n'ont eu lieu qu'en 2014. Donc, il y a eu jusqu'à maintenant 8 personnes condamnées, mais nous avons encore 3 procès en appel. Alors, si on veut suivre le calendrier des poursuites, là, actuellement, au mois de septembre, là, le mois prochain, nous aurons le procès en appel de Sostène Munyemana. Et puis, en 2026, alors le calendrier de la Cour d'assises de Paris est complet, puisque en février, nous aurons le procès de Claude Moaimana, un procès en appel aussi. C'était un Inera Amoué de Kibouye. Et puis, en juillet, le procès en appel aussi du docteur Eugène Rwamucho, qui était médecin à Boutaré, et puis un procès en première instance au mois de novembre, celui de Safari Majaliwa de Nyanza, voilà, qui va être jugé, qui est actuellement détenu. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres dossiers en souffrance, Serou Bouga et tant d'autres, et puis celui de Madame Abiyalimana qui nous occupe aujourd'hui. Justement, en parlant de ça, la justice française a récemment ordonné un non-lieu en faveur d'Agathe Abiyalimana. Comment avez-vous accueilli cette décision en tant que CPCR? Oui, alors on a appris avant-hier donc, que les juges d'instruction avaient prononcé une ordonnance de non-lieu dans l'affaire Agathe Abiyalimana. Mais si vous permettez, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière pour que tout le monde comprenne bien, parce que je me rends compte qu'ici au Rwanda, tout le monde est un peu désorienté et puis j'entends dire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, si vous voulez, l'affaire Abiyalimana est une affaire qui date depuis de nombreuses années, puisque le collectif des partis civils pour le Rwanda que je préside a déposé plainte en février 2007. Donc après, il y a eu l'ouverture d'une information judiciaire, mais les choses ont traîné, et je pense que ce n'est qu'en 2018, véritablement, que les juges d'instruction ont commencé à investiguer, à rencontrer des témoins. Alors, pendant longtemps, la défense a demandé la clôture de l'instruction sans que Mme Abiyalimana soit poursuivie. Parce qu'elle n'est actuellement que témoin assisté. Elle n'a jamais été mise en examen, contrairement à ce que le parquet souhaitait récemment. Alors, le 16 mai, les 2 juges d'instruction parisiennes qui s'occupent des dossiers ont prononcé une ordonnance de rejet, de refus d'actes complémentaires à demander et de non-lieu. Donc, le parquet a fait appel et nous aussi. Et donc, on a travaillé pendant 3 mois pour rédiger un mémoire pour contrer les arguments des juges d'instruction. Et on a remis notre mémoire il y a quelques jours, et les juges d'instruction, sans attendre l'étude des mémoires qu'on a déposées, ont prononcé un non-lieu en redonnant le même document qu'ils avaient donné le mois de mai. Voilà où on en est actuellement, et c'est l'incompréhension. Quelle a été totale. directement votre réaction? Alors notre réaction, ça a été, je dirais, d'abord l'étonnement. Ouais. Pour nous, on n'y comprenait rien. On ne connaît pas pourquoi les juges n'ont pas attendu l'étude des mémoires qu'on a déposées. Même un petit peu la colère, parce que c'est un dossier sur lequel on travaille depuis tant d'années. Et voilà, c'est pas normal qu'on nous fasse traîner comme ça et puis que là, subitement, on dise, ah ben voilà, non-lieu. Alors là, vous parlez d'étonnement et aussi vous parlez de 2 points. L'étonnement et la colère. En parlant de l'étonnement, c'est par rapport à l'étude du dossier. Normalement, on étudie ça pendant combien de temps? Ah ben là, le mémoire que vous avez remis. Alors je ne sais pas, c'est pour ça nous ne connaissons pas les délais, mais c'est à partir de maintenant que la Chambre de l'instruction allait étudier ces mémoires. Or, dans le mémoire que notre avocat a proposé à la Chambre de l'instruction, il y a des points vraiment essentiels qu'on dénonce de la part des juges d'instruction. Si vous permettez, je peux vous donner 2 ou 3 petits exemples. Oui, bien sûr, parce que ça va nous permettre à comprendre la colère, puisque vous parlez aussi de la colère. Alors, quels sont ces points? Voilà. C'est surtout, si vous voulez, sur le choix des témoins que les juges d'instruction utilisent
pour dire que Mme Abiyalimana n'a rien à voir avec le génocide. Elle donne une place très importante à un certain Gaspard Moussa Biamana. Or, qui est M. Gaspard Moussa Biamana? Bon, c'est quelqu'un qu'on retrouve, par exemple, sur l'organigramme de la RTLM en 1994. Il appartient à une commission de la RTLM. De plus, Gaspard Moussa Biamana, c'est lui qui a fait un rapport, et c'est ce rapport que les juges utilisent, au TPIR, à la demande de l'avocat de Protezigirani-Razo, M. Z, qui vient de décéder, mais c'est un rapport pour la défense de M. Z, le frère d'Agathe Abiyalimana. Donc pour nous, c'est un témoin qui n'est pas du tout crédible. C'est impossible qu'on puisse s'appuyer sur un tel témoin. Voyez ? Le deuxième témoin, qui est important aussi, c'est Michel Bagaragaza. Or, Michel Bagaragaza, au TPIR, quand il a eu son procès, il a dit que Mme Abiyalimana tenait une place essentielle au sein de l'ACASU, que l'ACASU a bien existé, contrairement à ce que dit Gaspard Moussa Biamana, que l'ACASU serait une invention d'intellectuels et d'historiens. Or, Michel Bagaragaza a bien reconnu la place importante, et puis, lorsqu'il a rencontré les juges français, il s'est désisté, et il a dit que finalement, Mme Abiyalimana, c'était l'épouse du président Abiyalimana. Monsieur Alain Gauthier, alors vous êtes président de parti civil. S'il était question, alors parce que là maintenant on dit qu'il y a deux partis, il y a plusieurs personnes, pourriez-vous nous rappeler le profil? Que connaissez-vous de Madame Agathe, vous qui avez écouté les témoignages et tout? Maintenant, comment décrirez-vous Agathe? Oui, alors Agathe Abiyalimana, donc c'est déjà l'ex-épouse du président. Vous parlez aussi de son statut en oui, France. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, dès le début du génocide, c'est-à-dire le 9 avril, le président Mitterrand a donné l'ordre de l'extrader vers la France avec toute sa famille et toute une ribambelle de gens qui l'entouraient, pas très recommandables d'ailleurs, hein, en même temps que l'orphelinat des enfants qui portent son nom à Massaka. Donc elle s'est retrouvée d'abord en Centrafrique, puis elle est arrivée en France, je crois, le 19 avril. Quand on l'a su, on l'a dénoncé. On a dénoncé le fait que la France accueille Mme Abiyalimana. Ensuite, l'OFPRA, qui s'occupe des réfugiés, lui a refusé la reconnaissance de réfugiés politiques. Ensuite, elle a fait appel, la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile aussi, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et on est allé jusqu'à lui refuser aussi un titre de séjour. Donc actuellement, Mme Abiyalimana, c'est la réfugiée, la sans-papier la plus célèbre qui est en France, et elle est toujours là, elle vit tranquillement à Courcouronnes, dans la banlieue parisienne, dans sa villa. Alors quand on parle, alors là, si on comprend très bien maintenant, il y a ce non-lieu. Alors ça révèle quoi? Alors comment interprétez-vous cette décision après ce profil que vous venez de me dire? C'est-à-dire que si les juges demandent un non-lieu, ça veut dire que l'affaire va se terminer ici. Il y a un non-lieu, donc on ne va pas plus loin. Mais on a encore la possibilité de faire appel. Et le parquet a déjà fait appel, et notre avocat aussi, avant-hier, a fait appel de cette décision de non-lieu, parce qu'on ne peut pas accepter qu'une ordonnance qui pour nous est une ordonnance bâclée et qui repose trop sur des témoins qui ne sont pas du tout fiables. Il y en a un autre que je voulais citer, c'est Augustin Didilimana, qui était l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie en 1994. Il a été jugé par le TPIR, condamné, puis acquitté. Or, les juges d'instruction le présentent comme un homme digne de foi, parce qu'il a... qu'est-ce que je veux dire? Il est considéré... Voilà, excusez-moi, je consulte mes notes. Elle le considère comme un modéré. Les juges d'instruction considèrent Augustin Didilimana comme un modéré, et donc que, eh bien, effectivement, il est tout à fait crédible. Or, quand on rencontre M. Didilimana, quand il vient témoigner dans les procès d'assises à Paris, à la demande de la défense, c'est un tissu de mensonges qu'il raconte. Oui. Vous voyez, un troisième témoin encore, sur lesquels s'appuient les juges d'instruction, c'est insensé. Ça n'a pas de sens. Alors, on est en train de parler de la poursuite donc, des présumés génocidaires. Et là, après le non-lieu, vous venez de partager votre point de vue. Maintenant, dans ce combat contre la poursuite des responsables du génocide contre les Tutsis, quels sont les principaux défis en général
auxquels vous faites face? Ben, vous savez, les défis, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est d'abord la difficulté avec le temps qui passe. Hein. Il est évident que voilà, plus de 31 ans que le génocide perpétré contre les Tutsis a eu lieu et il va être de plus en plus difficile de rencontrer des témoins. Beaucoup disparaissent, que ce soit des rescapés, que ce soit des bourreaux. Donc je dirais que ça, c'est le principal défi. La justice française a pris un tel retard que ce retard ne se rattrapera jamais. C'est pas possible. Et pour terminer, comment se présente le négationnisme du génocide donc, en Europe ces derniers temps et en France en particulier? Bah, le négationnisme est toujours vivace. Hein, j'ai parlé tout à l'heure de Gaspard Moussa Abdimana. Bon, il fait partie de ces gens qui professent le génocide. La personne qui en France et qui vient d'être condamné l'année dernière, qui a été condamné, c'est Charles Onana, un franco-camerounais, hein, qui a été condamné pour les propos qu'il tenait dans un livre. Y a-t-il un changement après la Non, il ne peut pas y avoir de condamnation? changement. Il a été condamné, il a fait appel. Donc le procès doit encore se dérouler. Il y aura un nouveau procès en appel. Mais ce qui est réconfortant quand même, c'est que enfin, on commence à faire taire les gens qui nient le génocide. Merci beaucoup. Un dernier message à ceux qui nous suivent. Ah bah écoutez, continuons à combattre contre les génocidaires qui sont en France, et puis que les gens qui s'intéressent un petit peu à ce combat nous soutiennent, parce qu'on rencontre beaucoup de gens ici au Rwanda qui nous disent « Oh bravo, merci pour ce que vous faites », mais on aimerait parfois que ce soit un peu plus concret. Voilà. Mais en tout cas, on continue le combat. Merci beaucoup. Je vous remercie.